Alors, on poursuit en fait avec la suite des modalités thérapeutiques. Bien que les techniques manuelles et le programme d'exercice de dilatation vont être quand même au cœur du plan de traitement, il y a d'autres modalités qui vont venir vraiment contribuer à l'atteinte des objectifs de la patiente. Alors, premièrement, les exercices de respiration abdominale et de plancher pelvien. Il faut savoir en fait que le diaphragme est vraiment le muscle de la respiration. Alors, il faut imaginer une coupole qui va venir couper le thorax en deux. À l'inspiration, le diaphragme va s'abaisser et à l'expiration, le diaphragme va remonter. Alors, quand j'inspire et que mon diaphragme va s'abaisser, il y a une légère poussée qui va être vraiment appliquée sur mon plancher pelvien et qui va lui permettre de relâcher. À l'expiration, quand le diaphragme va remonter, le plancher pelvien aussi va être relâché et ça va donner une espèce d'effet de piston au courant de la journée et à chaque respiration diaphragmatique. Alors, si par exemple, j'ai une patiente qui va beaucoup respirer avec les muscles plus haut de sa cage thoracique, bien, je vais perdre cet effet de relâchement-là et de piston au niveau du plancher pelvien. Alors, c'est super important de le retrouver. Alors, c'est pour ça qu'on va insister sur le fait d'avoir une bonne respiration abdominale et une respiration efficace. On connaît en fait les effets du yoga sur le système nerveux, les exercices de respiration. Fait que c'est pour ça qu'en complément de traitement, on peut même, je dirais, conseiller à des patientes de pratiquer ce genre d'activité physique-là. Donc, yoga, pilates, respiration, maintenant méditation pleine conscience. Donc, tout ça va aider à ce niveau-là, au niveau des douleurs. Je vous ai parlé en fait que la rétroaction biologique pouvait être utilisée en complément d'évaluation. Donc, avec les sondes que j'ai ici présentes, différents modèles, bien en fait, l'électrostimulation va être un petit peu la même. Si j'ai une patiente qui présente une contraction qui est vraiment très faible ou que pour elle, c'est pas clair une contraction du plancher pelvien et qui n'est pas capable de contracter de façon volontaire les muscles du plancher pelvien, à l'aide de la sonde, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux envoyer des petites décharges électromusculaires, donc électriques, qui viennent provoquer la contraction au niveau des muscles et ça va permettre à la patiente de maintenant mieux comprendre la contraction, la sentir pour la première fois pour celles qui ne sont pas en mesure de le faire de façon volontaire. Et après ça, je vais pouvoir en remettre à faire là, à la maison. Il y a même des appareils qui peuvent se louer. En traitement, pour ce qui est du biofeedback, donc de la rétroaction biologique, on peut avoir de façon positive ou négative. Je vous détaille ça à la prochaine diapositive. Alors, voici le genre d'exercice que je peux donner à faire à la maison ou qu'on va faire en séance à l'aide du biofeedback. Alors, si vous regardez en fait le premier graphique ici, c'est si je demande une contraction à la patiente, il va y avoir une montée de la ligne. La patiente va maintenir cette contraction-là à 100% de sa force et quand elle va le relâcher, on va voir en fait le relâchement. Souvent, ce qu'on va voir, c'est chez ces patientes-là, comme image, là, on voit que c'est vraiment très droit, comme un building, c'est un immeuble. Par contre, ce qu'on va voir, c'est chez ces patientes-là, elles vont contracter rapidement, vont maintenir la contraction, mais le relâchement va nécessiter quelques secondes. Alors, on va avoir plus une pente descendante comme ça, plutôt qu'une ligne qui est très droite à ce moment-là. Donc, ça nous permet de le travailler aussi. Il va y avoir des exercices de coordination, donc des contractions rapides. Alors, cette fois-ci, je vais demander à la patiente de contracter à 100% de sa force, de ne pas maintenir la contraction et de le relâcher. Alors, c'est des contractions qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus rythmées, tandis que les contractions de force maximale, bien, on va déterminer le nombre de secondes qu'elles vont maintenir et le nombre vraiment de secondes de repos selon ce qu'elles auront fait là, à leur évaluation initiale. Il y a des exercices un petit peu plus là, de coordination et de contrôle qui peuvent être donnés. Donc, on peut demander des exercices d'endurance, donc de maintenir cette contraction-là à 100%, donc une durée qui va être plus longue. Ou on peut même s'amuser un peu à faire de la gymnastique de plancher pelvien qu'on appelle, donc de contracter à 100% pendant quelques secondes, de demander d'abaisser la contraction à 50%, de remonter à 100. Donc, c'est des exercices comme ça qui peuvent être faits. Quand je parlais de rétroaction qui était positive ou négative, c'est surtout négative, on va avoir à travailler le relâchement du plancher pelvien. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que la contraction va être très forte, le relâchement ne sera pas complet. Alors, au lieu d'avoir vraiment un building qui va se compléter, qui va être de retour à la ligne de départ, on va avoir un relâchement qui va se faire peut-être à 25% de la force maximale. Alors, c'est vraiment avec le biofeedback qu'on va pouvoir apprendre à ces patientes-là à dire « Parfait, on respire, on relâche, on contracte très fort, on relâche complètement ». Donc, ça permet vraiment d'avoir un support visuel et c'est super intéressant pour les patientes à ce moment-là de le voir.
En termes de modalité thérapeutique, qui n'est pas utilisée dans notre plan A, mais plutôt en plan B et C, il y a l'ultrason aussi qui va être utilisé directement au niveau du vestibule, qui va accélérer la guérison et qui va avoir un effet vraiment antalgie là, au niveau de la douleur. Il y a le laser aussi qui peut être utilisé. On a la chance à la clinique d'avoir un laser Photona. C'est plutôt rare là, dans les techniques, dans les cliniques en fait de physiothérapie, donc c'est pas tout le monde qui possède cet appareil-là. Mais ça va vraiment nous aider à désensibiliser le vestibule et ça va nous permettre d'augmenter la quantité de tissu cicatriciel, donc encore une fois, de favoriser la guérison. Donc d'ailleurs, on a un projet de recherche en ce moment qui est en cours, vraiment en collaboration avec le laboratoire en neurogynécologie. Donc on a fait une étude de faisabilité qui est complétée maintenant et on est à réaliser un essai contrôlé randomisé. Alors il y aura probablement des nouvelles données selon la littérature là, qui va sortir à la fin de cette étude-là. Va venir inévitablement la reprise des relations sexuelles avec pénétration chez patientes-là. Comme je vous le mentionnais, je vise toujours à ne pas dépasser le seuil de 5 sur 10 de douleur. C'est pas rare des patientes qui vont me dire en première consultation, ben moi, ma douleur, elle est à 8. Alors, pour ces femmes-là, je vais leur conseiller de demeurer actives sexuellement, mais d'éviter donc la pénétration ou d'éviter l'insertion de jouets sexuels ou d'un doigt, par exemple. Ça peut être juste l'insertion d'un doigt qui va provoquer cette douleur-là. Pour vraiment rester en bas du 5 sur 10, pour essayer de ne pas stimuler toujours le système nerveux à réagir ou à surréagir de façon inadéquate. Alors, quand viendra le temps en cours de route de traitement, donc on aura par exemple la patiente où moi je note objectivement que les tensions musculaires sont moins importantes, la souplesse est mieux, au toucher, donc il y a moins de douleur pour la patiente. Vraiment les dilatations avec les dilatateurs vont bon train, la patiente a pu progresser, les douleurs sont moindres. On va viser à reprendre ou du moins à tester une première pénétration vaginale. Alors évidemment, on va insister sur l'importance d'utiliser un lubrifiant qui est adéquat. Quand je veux dire adéquat, on parle ici de liste d'ingrédients, donc d'inviter tout ingrédient qui va augmenter le chauffement brûlure. Donc, c'est vraiment très important de savoir fait conseiller à ce niveau-là. Faire les exercices de dilatation juste avant. Ça peut être garant plus de succès. Là. Ça va vraiment augmenter nos chances de succès. Pourquoi? Parce que je vais déjà venir détendre la musculature. Alors après, ça va être plus facilitant pour la pénétration. Vraiment, à la première pénétration, un peu comme on le faisait avec les dilatateurs, je vais demander à la patiente de contracter et de relâcher complètement. J'insiste sur le complètement. Donc, avant même qu'il y ait tentative de pénétration, juste pour s'assurer que je pars avec une musculature qui est 100% relâchée et qui est non déjà un peu en appréhension là, et contractée à 50%. Tout au long de la première pénétration, je vais inviter la patiente à contracter, pas nécessairement 100% de la force, mais suffisamment pour être capable d'aller chercher 100% du relâchement, donc tout au long de la première pénétration. Et il y a même des pressions sur le pubis qui peuvent être faites. Pourquoi pression sur le pubis? En fait, si on se rappelle, la musculature, elle est vraiment en forme d'ovale comme ça, tout au pourtour de l'entrée vaginale. Si je viens appliquer une pression, en fait, au niveau du pubis, je viens relâcher la musculature en haut, ce qui peut me permettre de gagner un peu plus de mobilité, l'étirement vers le bas, et c'est là que l'étirement va se faire durant la relation sexuelle. Alors, ça peut être fait pendant la première pénétration et on relâche tranquillement la pression sur le pubis pour, après ça, faciliter les mouvements de va-et-vient. Évidemment, en fait, va venir sûrement la question au niveau des positions sexuelles. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tracasse aussi dans votre pratique. Il y a des questionnements que vous avez. Je vous avais mentionné que je le pose en questionnaire initial parce que déjà, ça va me pister sur les structures à ce moment-là qui vont être plus douloureuses. Au travers des séances, bien, on va voir vraiment identifier les structures qui seront plus douloureuses et je vais pouvoir conseiller certaines positions, pas pour conseiller la vie sexuelle, mais juste pour les premières tentatives de pénétration, s'assurer d'avoir une position qui va mettre le moins de pression possible sur les structures les plus douloureuses. Il y a des patientes aussi qui vont me dire, moi par exemple, quand je suis vraiment en position le coucher, vraiment sur le dos, ça me permet d'être plus relâchée, je suis capable d'aller chercher un meilleur relâchement. On peut même l'avoir testé aussi avec le biofeedback en séance. Donc là, ça, si on veut mettre les chances de notre côté, ça peut être utilisé. Certaines vont dire, moi si je suis en position cavalière, si c'est moi qui est en charge de la pénétration, ça me met en confiance, première des choses. Et deuxième des choses, ça permet d'arrêter
plus rapidement du moment où il y a la douleur. Si jamais c'est le conjoint qui est en charge de la pénétration, bien, le temps que je ressente la douleur, que je le verbalise, que le partenaire s'arrête, des fois, il peut y avoir un délai, puis là, oups, rapidement, on est au-dessus du 5 sur 10 de douleur, donc ça peut être intéressant à ce moment-là. L'importance du travail d'équipe est primordiale vraiment là, à cette étape-ci. Pourquoi? Parce que tout le travail de désir, d'érotisme, de travailler tout ça, l'impact négatif de la douleur qui va être là depuis très longtemps sur ces aspects-là, c'est très, très important de le travailler en séance. Donc, c'est vraiment, je dirais que le travail d'équipe à ce stade-ci là, est plus qu'important. La bonne nouvelle maintenant sur les traitements en physiothérapie, c'est que peu importe l'âge, le sexe, le poids ou la fonction musculaire de départ au niveau de votre plancher pelvien, la rééducation périnéale est efficace dans 70% des cas. Alors, il n'y a pas de raison, de ne pas le diagnostiquer et de l'essayer. Le seul facteur vraiment qui est aidant, c'est vraiment l'engagement dans les traitements et la motivation à travers je dirais tout le parcours là, des modalités thérapeutiques. Alors, en fait, je laisse ici. On va poursuivre avec le module 4 pour les contextes de conditions particulières.